Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, la guerre des talents dans le retail. On va en parler avec Rémi Ledruyonnec. Il est cofondateur d'Héroïne. On fera le point avec lui sur les vendeurs et ce nouveau métier de vendeur, justement. La pause café avec Caroline Ricross, c'est les vacances pour certains. Peut-être que vous nous regardez de votre lieu de vacances. Il y a l'été à la plage, puis il y a aussi l'été au travail. Oui, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque? On en parlera avec Caroline Ricross. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec le président de la CPME, François Asselin. Beaucoup de sujets sur la table. Évidemment, ce projet de loi pouvoir d'achat, la CPME qui porte justement un pacte pouvoir d'achat. On fera le point avec son président dans le Cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, valoriser l'employabilité des plus de 50 ans. Jean-Roch Sergent, directeur international et partenariat de portage salarial, sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des vendeurs. Bah oui, les vendeurs, vous poussez un magasin, la porte d'un magasin, et vous avez parfois un vendeur qui vous tombe parfois un peu violemment dessus d'ailleurs. On va en parler parce que peut-être que ce métier est en train d'évoluer. On en parle avec Rémi Ledruyonnec. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Héroïne. Oui. Alors c'est une jeune société, elle a 2 ans, janvier 2020. D'abord un petit mot, parce que j'aime bien quand les noms sont originaux. Héroïne, c'est à cause de Gainsbourg, c'est à cause de quoi? Alors il est dit Héroïne. On n'a pas été chercher aussi loin. C'est parce qu'on travaille l'expérience client, puisqu'on est une agence de design d'expérience client. Et pour nous, l'expérience client, c'est l'héroïne de la relation client-marque. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes auteur avec votre associé, si je ne m'abuse, parce que vous l'avez créé à 2, de ce livre, Le magasin est-il mort? Le ROX au secours du commerce, pas le ROC, le ROX au secours du commerce. Vous partez quand même par votre agence, par la réflexion que vous menez. Vous partez de l'idée que le vendeur ne peut plus être ce qu'il a été il y a 10 ans, c'est-à-dire une personne qui est juste là pour vous dire bonjour, éventuellement à prendre le cintre. Le métier a évolué et doit évoluer. Il est en profonde mutation et je crois même que la dénomination vendeur est plus vraiment adaptée. Le Covid nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on pouvait vendre sans magasin, puisque aujourd'hui l'e-commerce nous permet de vendre 24 heures sur 24 et n'importe où. Et donc du coup, la question s'est posée, à quoi servent les magasins? Et donc à quoi servent aussi les gens qui sont dans ces magasins? Donc en fait, les deux doivent aujourd'hui clairement offrir autre chose. Alors, vous travaillez pour beaucoup de belles marques. C'est une réflexion que mènent vos clients en se disant, mais d'un point de vue, je dirais presque financier, est-ce qu'on a vraiment intérêt à avoir tous ces points de vente alors qu'en fait, on peut avoir un canal numérique qui fait que nos produits se vendent? Cette réflexion, ils l'ont. Complètement, et d'ailleurs, ils en viennent à redistribuer les fonctions, c'est-à-dire qu'on va donner des fonctions au e-commerce qui ne seront pas les mêmes que celles d'un magasin, là où le magasin va permettre de travailler la relation client, justement, l'e-commerce me permettra d'avoir une disponibilité produit beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Donc vos propositions, votre réflexion, en tout cas d'accompagnement aussi, parce que c'est aussi votre métier, c'est quoi? C'est d'accompagner ces entreprises à transformer l'espace magasin et que ça ne soit pas uniquement un espace de conso en fait. Ce lieu doit accueillir des expériences vécues par les clients, mais des expériences aussi vécues par les collaborateurs. Et donc ce lieu, il doit être adapté à l'ensemble des usages, donc le quotidien des équipes terrain, mais aussi donc les gens qu'on va y accueillir. Et donc il faut intégrer l'ensemble de ces usages dans ces nouveaux espaces. Alors il y a un sujet sur l'évolution du métier de vendeur, dont vous dites d'ailleurs que ce n'est pas le bon mot. Non. Comment on peut les appeler? Animateurs, coach commerciaux? Comment ça peut être quoi finalement? Alors, une chose est certaine, c'est qu'ils vont devoir être multicasquettes. Donc ça sera des experts, ça pourra être des animateurs d'une communauté locale, ça pourra aussi être des gens qui sont des spécialistes du métier, ou il y a certaines enseignes aujourd'hui qui le font dans les activités sportives. Vous avez des gens qui pratiquent eux-mêmes l'activité, qui ont toute la légitimité pour vous conseiller et vous aider. Alors il y a un sujet sur le vendeur, donc dans l'évolution de son métier, qui va peut-être d'ailleurs changer de nom doucement. Et puis il y a une relation aussi dans l'expérience collaborateur. Parce que là, on a parlé de l'expérience de celui qui pousse la porte du magasin. Oui. Il doit vivre un moment assez particulier ou un service. Mais il y a aussi le collaborateur. Et parfois, dans des magasins, effectivement, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de son, beaucoup de lumière, il est rincé, quoi. Complètement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir une bonne expérience client si nos collaborateurs, au quotidien, vivent un cauchemar. Donc, nous, notre métier, c'est aussi de penser à ces gens-là. Donc, de travailler l'espace, l'ambiance, pour que ça soit supportable toute la journée. C'est faire en sorte que le stock ne soit pas situé à la cave ou au 3e étage, de manière à monter les escaliers. Un grand classique, ça.
Et du Avec coup, des boîtes de chaussures en équilibre. exactement. Et donc tout ça, ça rend le quotidien très pénible pour ces gens. Et donc de réfléchir à des espaces qui minimisent le nombre de pas et un confort de travail, c'est aussi garantir aux clients une meilleure visite. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en amont, les entreprises doivent repenser leur mode de recrutement et doivent aussi penser, j'irais même l'aménagement de leur magasin pour que le confort de travail soit optimal. Exact. C'est une petite révolution pour les entreprises, ça. C'est une énorme révolution, non seulement dans la façon de penser, Oui. mais aussi dans les process de recrutement et de formation. En fait, ces gens, si on veut les accompagner dans le changement, il faut leur donner les moyens, les outils de pratiquer un métier différemment. Et donc, ça nécessite d'avoir une bonne connaissance des nouveaux enjeux de leur poste et derrière de pouvoir les responsabiliser pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Mais dans votre discours et le discours que vous portez dans l'agence Héroïne, il y a aussi l'idée de redonner un peu envie à des jeunes, ou pas d'ailleurs, de pousser la porte d'un magasin pour faire ce job. Parce qu'on voit la galère que vivent les petits commerces ou les grands commerces. Ils ne trouvent plus de vendeurs. Parce que je crois qu'on n'y trouve plus de sens dans ce métier. C'est souvent un métier qui est dévalorisé, qu'on n'écoute pas. Si à partir du moment où la marque décide de responsabiliser ces gens, leur donner une vraie fonction dans l'écosystème de l'entreprise, ça sera déjà quelque chose de beaucoup plus incitatif lors du recrutement. Le titre de votre livre est intéressant, Le magasin est-il mort? Parce que le Covid a prouvé qu'on pouvait fermer des magasins et continuer à vendre, vous l'avez dit. Mais il est vraiment mort, le magasin? Ou s'il continue à être comme ça, est-ce qu'il n'est pas en train de mourir, justement? Le magasin se transforme, c'est évident parce que nos façons de consommer évoluent très vite. Mais on le voit bien, lorsqu'il y a eu les réouvertures des magasins, on était tous à vouloir retourner faire notre shopping en vrai. Donc en fait, le magasin n'est pas mort parce qu'en fait, c'est avant tout un lieu de sociabilisation. Donc il faut juste trouver l'équilibre entre le magasin d'avant et puis ce qui devrait être demain. Mais ce que j'entends dans votre réflexion, j'ai vu qu'il y avait des ethnologues qui venaient parfois vous accompagner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent, ils écoutent les clients, ils posent des questions aux collaborateurs. C'est quoi le métier d'un ethnologue dans vos processus de réflexion? Alors, c'est une méthode du coup qui est appliquée à notre métier, mais donc lorsque des ethnologues renforcent notre équipe, c'est pour avoir un audit et une analyse beaucoup plus poussée. Donc, c'est des protocoles d'observation qui sont très précis, des interviews aussi, le déroulement de l'interview, de manière à pouvoir récupérer le maximum d'informations pour bien comprendre quelles sont les attentes des usagers. Et vous avez donc des retours d'expérience par le travail des ethnologues. Et le vôtre, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement les usagers quand ils poussent à la porte d'un magasin? Une multitude de choses, parce qu'en fait, il y a autant de besoins et d'envies que de clients. Mais globalement, on cherche du service. Donc, c'est-à-dire être conseillé, avoir... bien accueilli, peut-être de base? Alors déjà, bien accueilli, c'est vrai, vous avez raison. Basiquement? Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Bien conseillé. Et puis, il y a aussi une expérience de l'usage. C'est-à-dire que parfois, je suis pressé. J'ai envie d'aller rapidement au bon endroit dans le magasin. Et donc, j'ai besoin de pouvoir avoir cette découverte autonome et rapide sans être obligé d'aller poser la question à quelqu'un si je n'ai pas envie de le faire. J'appartiens à cette catégorie-là. Ouais. Aller vite, prendre le produit et repartir très vite. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure la communauté, les ambassadeurs. Le magasin peut aussi devenir, j'allais dire, un lieu de vie, un lieu d'espace de fête, en fonction des marques. Ça peut être aussi un lieu où on se retrouve, Bien sûr. où on partage des bonnes pratiques. Ça peut être aussi ça? Exactement, c'est l'endroit par excellence où la marque peut donner rendez-vous à sa communauté en ligne, à ses clients, et donc de pouvoir se rassembler autour d'un sujet, d'un produit, d'une thématique. Et ça, c'est pas forcément commercial. Ça peut être sur la vision de la marque, du métier, de plein de choses. Mais c'est vraiment, pour nous, l'endroit où on va connecter en vrai avec les gens. Alors, vous avez traversé, vous, la période Covid. Finalement, vous, je sais pas, vous aviez anticipé, vous créez en janvier 2020, le Covid n'est pas là, mais soudain, le Covid arrive. Ouais. J'imagine que là, vous avez dû avoir beaucoup de demandes d'entreprises qui vous ont demandé comment on fait, quoi, comment on mute, comment on invente. Ouais. Ça a dû être une période incroyable pour vous. Alors, à la fois un séisme pour tout le monde, et en même temps une grosse remise en question. La question, c'était, est-ce qu'on garde les magasins ? Est-ce que ça coûte pas trop cher? Est-ce qu'on peut pas trouver autre chose, etc. Et donc tout le travail, c'est d'accompagner les marques à trouver finalement le bon curseur dans l'utilisation du point de vente ou du point d'expérience, ça dépend ce qu'on a envie d'y faire, dans leur stratégie globale de l'offre. Avant de nous quitter, Rémi Le Druyonnec, on va vers une tendance de réduction du nombre de points de vente, parce qu'on voit quand même qu'une partie de la consommation passe par Internet. L'entreprise fait quand même des choix, elle a quand même des investissements, elle a des bails commerciaux. Est-ce qu'elle est en train justement de réduire ces espaces commerciaux, ces points de vente? En tout cas, c'est la stratégie de beaucoup d'enseignes, c'est-à-dire on va faire moins mais mieux. Mais mieux. Voilà, et donc on aura un meilleur service, on aura plus d'expérience, on va y vivre des choses vraiment mémorables. Et derrière, j'utilise l'e-commerce pour proposer à mon client l'ensemble de l'offre. Et ce, au-delà d'un certain nombre de clients que vous accompagnez, qui sont pour certains des clients qui sont du luxe ou de la cosmétique, vous le voyez sur l'ensemble des entreprises?
c'est vraiment une tendance globale sur le commerce, oui. Merci Rémi Le Drionnet, cofondateur d'Héroïne avec Quentin Obadia, qui est votre associé. Le magasin Est-il mort? Ça, c'est votre livre. Et puis, vous êtes une agence de design, d'expérience, et vous repensez finalement l'utilité même d'ailleurs d'un magasin dans sa fonction originelle, qui est à l'origine de vendre des produits. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire une petite pause café, parce que je suis persuadé que vous faites aussi chez Héroïne des petites pauses café avec Caroline Ricross. On parle du travail. Alors, du travail pendant l'été, ça veut dire quoi? La pause café, la petite pause café de l'été, alors on peut la faire à la plage, mais là Caroline Ricross aujourd'hui, c'est pas à la plage dont on va en parler de cette pause café, c'est dans l'entreprise, pendant les vacances. Comment on fait? Parce que là vous avez quand même bossé pour nous donner quelques conseils, il y en a qui bossent. L'été au bureau, c'est quoi les conseils? Oui, parce que c'est pas toujours facile de rester au bureau quand tous nos collègues sont partis en vacances, entre les open space vides, les températures qui grimpent, notamment ces derniers jours, on l'a vu, et le boulot qui s'allège. Difficile de rester motivé. Alors justement, si vous avez décidé de ne pas prendre de vacances cet été, rassurez-vous, on va vous donner quelques recommandations pour que l'été passe rapidement. Alors, vos conseils, les conseils pratiques. Premier conseil, il faut accepter d'être moins productif. En fait, on ne va pas se le cacher, l'été, tout tourne au ralenti quand même. Les écoles sont fermées, les salariés, la plupart, sont en vacances puisqu'ils prennent des congés l'été. On délaisse les activités intérieures pour profiter des terrasses et du soleil. Alors oui, c'est vrai, vous avez décidé de ne pas prendre de vacances, vous avez forcément du travail, mais il faut quand même accepter l'idée qu'on sera moins productif cet été qu'en temps normal. Ne culpabilisez pas trop d'ailleurs si c'est le cas, parce que vous n'êtes pas le seul, puisque d'après une étude de Captivate Network, la productivité au travail chute de 20% pendant les mois d'été. Alors, donc ça glandouille un petit peu quand même. Ça glandouille un peu. Voilà, on le dit vulgairement, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Alors, vu qu'on sait justement qu'on va un peu glandouiller au travail pendant l'été, pourquoi pas profiter de cette période de calme pour réorganiser son bureau? C'est vrai, le reste de l'année, on est tellement débordé, on a tellement plein de tâches à faire qu'on oublie tout le temps de s'occuper de son bureau. Un petit brin de ménage, quoi. C'est ça, trier, jeter, classer, penser en fait à vous attaquer à la fois à votre espace de travail physique, donc le bureau, mais également à l'ordinateur, avec la boîte mail. En plus, c'est sympa pour l'environnement. Et si l'ampleur de la tâche vous décourage, parce que c'est vrai quand même que si on doit supprimer tous les mails qui ne servent à rien, etc., c'est très long, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Par exemple, en prenant à chaque jour 15, une semaine, minutes. quoi. Ouais, c'est ça. Petite semaine. D'accord. C'est pas mal. C'est aussi, alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion peut-être de nouer des liens avec des collègues, pour ceux qui sont restés, parce que parfois c'est un peu morne pleine. C'est ça, ceux également qui n'ont pas posé de vacances, comme vous, la pression de l'année étant retombée, chacun est quand même plus détendu l'été, que ce soit en temps de pause, à l'heure du déjeuner ou pour un verre après le travail. En fait, sociabiliser avec ses collègues, c'est justement une des meilleures occupations estivales au bureau. Et puis c'est aussi une bonne manière de réseauter, mine de rien, d'apprendre à connaître les collègues que vous connaissez peut-être un peu moins. On peut également profiter de cette période estivale pour faire des pauses plus longues et plus souvent. Une manière peut-être de rattraper justement le temps perdu entre toutes ces pauses qu'on n'a pas eues parce qu'il y avait des réunions qui sont rajoutées ou parce qu'on était débordés. Et bien là, bam, l'été, on fait des pauses. Après tout, on peut très bien prendre un peu plus d'une demi-heure ou d'une heure de pause pour le déjeuner. Ce n'est pas vraiment dramatique. Et puis, pourquoi ne pas tester aussi les micro-siestes? Vous savez, 10-15 minutes de sieste. C'est un super programme que vous offrez à ceux qui nous regardent. Entre midi et 2, finalement, peut-être que les chefs ou les patrons ont pris des vacances. Donc, il faut se reposer. Autre possibilité également, on peut profiter de cette période de calme pour organiser sa journée un peu de manière différente. Par exemple, on peut décider de venir plus tôt au travail pour partir également plus tôt et pour profiter du coup de ses amis ou des terrasses. Ou alors l'inverse, faire peut-être une légère grasse mat, arriver au travail vers 10h, 10h30 et rentrer plus tard. Et vous ne nous poussez pas quand même à la productivité. Dans la chronique, c'est quand même... on est vraiment très tranquille. On est très relâché, Caroline, sur cette chronique. C'est la dernière. C'est la dernière, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en profite un tout petit peu. La période estivale, c'est quand même aussi, peut-être, je les imagine en tailleur méditatif sur la terrasse du rooftop, pour réfléchir à son travail. C'est ça. Sur le fond. Bah oui, on peut prendre un peu plus de temps, peut-être prendre un peu de recul sur notre travail, et pourquoi pas prendre le temps également d'acquérir de nouvelles compétences. Vu qu'on a un petit peu plus de temps libre, pourquoi ne pas profiter pour se former ou développer ses connaissances, par exemple. D'un côté, on peut monter en compétences, et puis ça peut permettre également à la
la rentrée, peut-être de parler avec son manager pour avoir une légère augmentation parce qu'on a acquis de nouvelles compétences. Bon, ça, il faut peut-être pas trop non plus, mais quand même, c'est possible. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la période en fait estivale est aussi un bon moment pour candidater à un autre travail. Si justement, avec ce temps de recul, vous réalisez que votre travail vous plaît peut-être un peu moins, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour essayer, pour envisager un autre métier, découvrir une nouvelle entreprise, un nouvel environnement, et puis commencer par faire le point d'abord sur votre vie professionnelle, sur vos envies et sur vos projets. Et puis, dès qu'on a une idée précise, pourquoi ne pas candidater même? Et oui, parce qu'apparemment, l'été est une très bonne période pour candidater à des postes. Oui, donc cette chronique va faire plaisir à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent. Si vous avez des collaborateurs chez vous dans l'entreprise, allez les voir parce qu'ils sont peut-être en train d'envoyer des CV. Il faut peut-être accorder des congés. Et puis c'est aussi, là on va revenir un peu au travail, un peu sérieusement, c'est aussi l'occasion quand même de pouvoir faire des missions, des tâches sur lesquelles on n'avait pas le temps de travailler et pouvoir se concentrer dessus. C'est ça, vu que forcément il y a moins de monde au travail, que la plupart de vos collègues ne sont pas là, qu'il y a moins de bruit, eh bien on a un peu plus de temps pour travailler sur les tâches qu'on n'avait pas réalisées pendant l'année. Et puis, selon une étude de Gloria Mark, justement, vu qu'on est moins interrompu, un salarié en open space est interrompu quand même en moyenne toutes les 11 minutes pendant l'année. Ouais. Donc là, comme il y a moins de monde, eh bien, vous avez moins d'interruptions de votre travail et donc on peut mieux se concentrer. Et puis enfin, là, on revient un peu plus léger, c'est aussi l'occasion, l'air de rien, alors en restant dans les limites du raisonnable, de pouvoir venir un peu comme on a envie. Je parle déjà, notamment vestimentairement parlant. En fait, voilà, on est un peu plus tranquille. On peut, notamment au niveau des tenues vestimentaires, alors on peut peut-être arriver en short, en bermuda, parce que le patron n'est pas là. Alors, s'il n'y a pas de réunion, forcément, on peut également sortir les lunettes de soleil pour faire une pause dehors. Et puis, l'été, on peut, on l'a dit, partir un peu plus tôt du travail pour profiter un peu du bon temps. Pourquoi pas aussi écouter de la musique pendant le travail, vu qu'il y a un petit peu moins de stress. Même, j'ai pensé à regarder une série ou un film pendant la pause déjeuner. Bah, après tout, c'est la pause déjeuner. On a le droit, chacun fait ce qu'il entend pendant sa pause déjeuner. On peut également organiser un pique-nique dans une terrasse ou alors... c'est les vacances au travail que vous nous proposez là. C'est un peu les vacances au travail. Tout à fait. Et quand même, les bonnes choses ont une fin, il faut penser à la rentrée. C'est aussi l'occasion, vous l'évoquiez d'ailleurs, de se dire j'ai pas mal bossé, j'ai avancé sur des dossiers, peut-être les amener à mon manager dès qu'il rentre de vacances, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on peut peut-être préparer donc un peu mieux sa rentrée, un peu plus sereinement, puisqu'on a quelques semaines avant le rush de septembre. Donc justement, profiter de ce calme au bureau pour préparer, même organiser son planning, etc. Donc c'est une chronique qui pousse au vice, qui pousse au farniente. Évidemment, on peut partir plus tôt. Merci Caroline. Bonnes vacances. Ben oui, bonnes vacances. Pas au travail, vous. Non, moi je reste pas au travail. Vous restez pas au travail. Donc bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Et évidemment, la saison prochaine, je l'espère, vous serez là. Oui, je serai là. Vous serez là. On fait une courte pause, vous connaissez la formule, c'est le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec le président de la CPME. Alors, il y a beaucoup de sujets sur la table, notamment le pouvoir d'achat, avec des articles qui ont déjà été votés à l'Assemblée nationale sur le coup de pouce, notamment aux indépendants, aux artisans. Et puis, on parlera du PAC pouvoir d'achat qui est porté justement par la CPME et son président. Il est notre invité juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, c'est aujourd'hui un grand entretien avec le président de la CPME, François Asselin. Merci d'être avec nous. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a beaucoup de sujets évidemment sur la table, des sujets d'actualité puis des sujets de plus long terme. Commençons par l'actualité. Vous le suivez évidemment de très près, ce débat à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat qui suscite beaucoup de tensions. On en est à l'article 3, je crois, il en a une vingtaine, et ça doit être terminé après-demain. Je ne vois pas très bien comment tout ça va être terminé. Quand même, un point, et là, ça vous impacte directement. Alors, l'article a été voté très facilement sur le coup de pouce aux indépendants, aux artisans de 585 €, je crois. Alors, vous souteniez parce que j'ai fait le calcul, quand on le remet sur 12 mois, qui sont des allègements de cotisation, c'est pas de l'argent, ça fait quand même très, très léger quand même, comme coup de pouce. Oui, en fait, on n'était pas hostile à ce coup de pouce, mais ça se refuse pas. Franchement, ça se refuse pas. Mais bon, c'est pas l'enjeu du pouvoir d'achat pour les indépendants. Vous savez, nous avant tout, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous sommes des chasseurs d'activité. Donc, ce qui est important pour quelqu'un qui est à son compte, quel que soit son modèle d'entreprise, c'est d'avoir de l'activité.
Et là, alors justement, puisqu'on est sur l'activité, évidemment, vous n'avez pas refusé ce coup de pouce sur les cotisations. Vous précisez que les artisans ne vont pas recevoir cette somme à la fin de l'année, on est bien d'accord. Ça vient voilà. Défalquer de leur cotisation. Donc ça sera presque invisible au plan pratique. L'activité, ils en sont où les artisans, les PME? Est-ce qu'on est dans un trou d'air ou est-ce que l'économie continue à bien aller? Alors, mais je vous sens... Oui, parce que d'abord, la lecture est très compliquée à faire. Parce qu'effectivement, on voit depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois, les nuages un petit peu s'amonceler dans le ciel économique de nos entreprises. On a d'abord eu les pénuries, l'inflation galopante, les pénuries de main-d'œuvre. Donc tout cela, effectivement, c'est pas quand même de bonnes nouvelles. Et pour autant, l'activité, jusqu'à maintenant, reste importante. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont encore beaucoup d'activités. Et tant qu'il y a de l'activité, il y a des solutions. Alors on vient de sortir une enquête importante. J'allais y venir. Plus de 2000 entrepreneurs qui ont été interrogés. Et sur cette question de l'activité, eh bien, il y a un peu moins d'un tiers d'entre eux, 31% exactement, qui commencent à voir un effritement du carnet de commandes. D'accord. Donc, ça veut dire que... Dans quel secteur? Vous avez les secteurs? On peut affiner un peu les secteurs? Alors, sur les secteurs touchés, vous avez certains secteurs de l'industrie, entre autres tout ce qui touche autour de la filière automobile. Bien sûr. Vous avez des secteurs de la construction neuve, où là, on commence à avoir des carnets de commandes qui étaient bien garnis. Attention, l'activité, on part quand même d'un... Pavillonneur, promoteur. Oui, tout ce qui touche la construction neuve, donc ça touche aussi bien le logement que le pavillon, bien évidemment. Le pavillon est un sujet sensible parce qu'avec maintenant la loi climat et l'artificialisation des sols, voilà une difficulté supplémentaire. Ce qui ne vient pas d'ailleurs de l'économie, je vais être précis, il y a aussi des élus qui aujourd'hui freinent le foncier qui fait qu'on ne peut plus construire. Mais ça sera un vrai sujet, la transition écologique est un vrai sujet. Et puis, vous avez certaines branches du commerce qui sont aussi affectées. Alors, certainement parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat des Français s'effrite aussi. Et puis, on a aussi un changement de comportement des consommateurs. Donc, là aussi, voilà, c'est des points d'inquiétude. Pour autant, l'activité reste quand même soutenue. Pourquoi ? Parce que dans ce même sondage, on a la moitié des entrepreneurs, 51%, qui recrutent. J'allais y venir, qui recrutent et qui peinent, puisqu'on va rentrer dans... En fait, la réalité, votre réalité à travers votre réseau d'entrepreneurs et de PME, c'est qu'ils galèrent à recruter. Alors c'est incroyable, c'est-à-dire que sur ces 51% d'entrepreneurs qui recrutent, pour 94% d'entre eux, autant dire qu'on est presque à 100%, ils n'arrivent pas à trouver le profil du candidat nécessaire au poste requis. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, dans cette même enquête, élément très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'ils constatent, ces chefs d'entreprise de PME et de TPE, qu'il y a un turnover qui commence un petit peu à grimper, c'est-à-dire qu'il y a pour 26% d'entre eux, des salariés qui partent. Et là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on leur demande quelle est la raison du départ de ces salariés, il y en a la moitié pour qui c'est je change d'entreprise pour aller travailler chez le concurrent ou dans un autre secteur d'activité. Même secteur, je reste dans mon métier. Je reste dans mon métier ou je vais dans un autre secteur. Et les autres, ils retournent la table. Et puis il y a l'autre moitié, c'est je vais mener un projet personnel. J'arrête de travailler, en clair. Alors c'est stupéfiant. C'est une révolution. C'est une révolution. Alors, nous, on est complètement désarmés par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que le patron de PME, c'est plutôt un bosseur. Il aime le travail. Il aime les gens qui travaillent. Oui, bien sûr. Là, on peut parler de CDI, on peut parler des conditions de travail. On vous dit, écoutez, le sujet, c'est pas ça. C'est que j'ai besoin de mener un projet personnel. Écoutez, la relation au travail est devenue un petit peu non prioritaire pour ces gens-là, la valeur travail. On a des explications. On dit que le Covid, on dit que la manière dont on a, même j'allais dire la façon dont l'État a soutenu l'économie, ça a été une très bonne chose d'ailleurs, a donné le sentiment que le travail n'était plus au centre de notre activité et de nos vies. On est en train certainement de vivre les aléas post-Covid, à titre d'une façon psychologique, on va dire, pour les actifs. Alors c'est un mouvement qui n'est pas franco-français, ça existe d'une façon d'ailleurs beaucoup plus ample, importante aux États-Unis, The Great Resignation, c'est comme ça qu'ils appellent le phénomène là-bas.
Et chez nous, eh bien, on commence effectivement à se rendre compte qu'il y a le même phénomène. Je m'autorise, parce qu'on va parler des salaires. Je vois quand même que dans cette étude, les chefs d'entreprise et les PME ont aussi fait un effort sur les salaires. On va en parler, mais aux États-Unis, on est quand même sur des postes très peu qualifiés, souvent des jobs. Et là, vous évoquez quand même des salariés qui sont pour certains qualifiés, diplômés. Donc, j'ai le sentiment qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans le même phénomène. On n'est pas tout à fait dans le même phénomène, hein, mais bon, on a certainement en France aussi un système. Donc là vous le constatez à la CPME, mais vous dites on n'a pas de solution clé en main pour vous aider là. Alors, on n'a pas vraiment de solution clé en main. Alors, pour autant, pour retrouver les talents et les compétences dont on a besoin, on a posé quelques propositions sur la table au niveau de la CPME, parce que c'est multifactoriel. On a des solutions pour en sortir, pas de façon immédiate, mais en tout cas, on peut, entre guillemets, avoir une vraie stratégie pour retrouver les talents dont on a besoin dans les entreprises. Mais face à ce phénomène, c'est compliqué. Quand le travail, on ne sait plus que le travail remplit l'assiette. Et effectivement, aujourd'hui, on peut remplir l'assiette sans travailler, à condition que les autres travaillent pour vous pour remplir votre assiette. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il y a toujours quelqu'un qui bosse quand même. Il y a toujours quelqu'un qui bosse quand même. Et puis... écoutez, moi je fais partie d'une génération, alors je suis peut-être maintenant un vieux, je ne sais pas, un senior certainement. Ne dites pas ça. Mais ou ne pas travailler quelque part. On se sent pas bien. On se sent pas bien, ouais, quoi. Vrai, voilà. Et bien aujourd'hui, pour certains d'entre nous, c'est plus un problème. Pour en venir à un sujet plus politique, directement lié à ce que vous évoquez, dans l'étude, les chefs d'entreprise, en grande majorité, estiment qu'il faut encore aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. Et vous voyez, ça fait écho à ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours et qui a dit quand on est dans l'hôtellerie-restauration, qu'on ne veut pas bosser dans un café parce que le métier est dur, en un mot, il dit je ne veux pas vous retrouver à Pôle emploi à vivre au crochet de la collectivité. C'est grosso modo ce qu'a dit le président. Vous êtes sur sa ligne. Oui, alors, en fait, je ne voudrais pas être trop radical parce que ça serait trop facile de dire il y a une bande de feignants qui ne veut pas aller au boulot. C'est un peu plus subtil que ça. Attention. Je pense qu'il faut nuancer quand même les propos d'Emmanuel Macron. Il faut nuancer. Une chose est sûre, c'est qu'on a un système qui n'est pas efficace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le meilleur système assurantiel en matière de chômage, c'est le système qui, lorsque vous avez un accident de parcours professionnel, ça peut arriver à tout à chacun dans sa vie professionnelle, eh bien, c'est d'être indemnisé correctement. Et je tiens au mot correctement, parce que c'est pas parce que vous avez un salaire élevé qu'il faut que vous ayez une indemnité minorée par rapport à ce salaire que vous aviez. Elle l'est aujourd'hui. Bien sûr, alors pour les cadres, oui, parce que vous aviez un niveau de vie qui correspondait à ce que vous gagnez. Donc il faut être correctement indemnisé, mais en même temps, et c'est ça le plus important, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, il faut que le système vous raccroche le plus rapidement possible au marché du travail. Or, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Généralement, alors, je veux dire, tout le monde est coupable et tout le monde est victime. C'est-à-dire que généralement, quand vous perdez ou quand vous quittez votre emploi, vous allez frapper à Pôle emploi pour bien évidemment enclencher le régime indemnitaire. C'est administratif. C'est administratif. Et puis là, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à ma réorientation professionnelle. Oui, qu'on en revient encore à ce rapport au travail, en fait. Voilà. Et puis, je vais peut-être faire une formation qui va me permettre de me réorienter. Pourquoi pas ? Sauf que le temps de trouver la formation va s'écouler quelques semaines. On rentre en formation quelques mois même, parfois. On rentre en formation, ça peut durer plus ou moins longtemps. La formation, elle n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que j'avais pu espérer. Et puis en plus, du côté employeur, si c'est une formation pilotée par Pôle emploi, ça peut paraître un petit peu suspect en matière qualitative. Résultat, je me retrouve des mois après la perte de mon emploi toujours à l'assurance chômage. Et là, c'est catastrophique parce que le retour à l'emploi devient compliqué. Et plus le temps passe, plus il est difficile pour certains, et on parlera des seniors, je pense, de reprendre finalement pied dans le... Bien sûr. Il y a quand même alors la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est on la réforme ou pas l'assurance chômage ? Parce que ça avait été compliqué la première fois, les partenaires sociaux, vous vous rappelez, mais c'était pas mis d'accord. Et l'État a dit, le gouvernement a dit, moi je reprends la réforme, elle a été mise en place, mais là il évoque l'idée d'une seconde réforme, c'est-à-dire, ça serait quoi la bonne solution ? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Alors d'abord, c'est changer le système, tel que je vous le dis. C'est-à-dire que quand on voit un conseiller Pôle emploi, c'est tout de suite, hop, vous raccrochez une offre d'emploi qui correspond à votre secteur d'activité. Au premier contact, presque. Bien sûr. La première chose à faire, c'est de regarder où vous pouvez rebondir immédiatement dans le monde professionnel. C'est la première des choses à faire. Si vous n'arrivez pas à rebondir dans votre secteur d'activité, à ce moment-là, il y a d'autres secteurs d'activité qui embauchent. On regarde par rapport à vos capacités, par rapport à votre profil, par rapport à votre potentiel, si vous pouvez faire ce métier-là. Et là, on vous met en entreprise et on adapte la formation
à l'entreprise et à votre profil dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Exact, et ça existe. Et ça existe. Elisabeth Borne avait très bien compris cette chose-là. Trop peu utilisé. Trop peu utilisé, donc il faut massifier cette chose-là. Donc c'est qu'au lieu de rester chez soi à déprimer, oui. on repart dans une entreprise pour très concrètement découvrir un métier. Alors, éviter de déprimer, parce qu'on finit par déprimer au départ, on rêve, voilà, et puis le rêve, quand il devient réalité, la réalité est compliquée, eh bien, effectivement, on finit par déprimer. Donc, il faut se raccrocher au marché de l'emploi. En clair, autrefois, quand on voulait changer l'activité, on cherchait d'abord l'endroit où on allait bosser avant de quitter l'entreprise où on était. Voilà. Il faudrait retrouver cela, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, bon, si on parle de l'assurance chômage, techniquement, ça fait des années que nous disons la CPME. Est-ce que vous trouvez normal, lorsque vous avez un CDD dans une entreprise, qu'on vous propose un CDI dans des conditions bien évidemment acceptables? Si vous refusez le CDI, vous pouvez aller pointer à Pôle emploi. Franchement, c'est un peu choquant. Oui, vous avez raison, ça c'est un point de droit, c'est la zone grise du système. Quand une entreprise propose un CDI, vous êtes vous-même chef d'entreprise, et que le collaborateur vous dit non, je vais à Pôle emploi pour passer 4 mois d'indemne, il faut que la loi l'oblige à accepter le CDI. Il suffirait simplement que dans le bordereau de transfert du dossier à Pôle emploi, du salarié que vous avez on sache qu'il avait refusé. Eh bien, il y a une question, avez-vous eu un CDI? L'employeur, il coche oui, non. Et s'il coche oui, eh bien, le demandeur d'emploi, quand il ira à Pôle emploi, il faudra qu'il s'explique sur cette coche. François Asselin, il y a un autre sujet, mais qui là aussi impacte les PME que vous représentez. Il y a l'idée quand même, j'ai vu qu'au cours de l'année, elles avaient fait un effort sur les salaires. Les PME ont aussi accompagné les salaires, et elles le disent dans l'enquête. Oui, il y a un débat dans l'hémicycle, mais qui est très poussé par les syndicats, et notamment par la NUPES à l'intérieur de l'Assemblée, c'est salaire ou prime? Parce que cette question, elle vous est posée. Bien sûr. Les PME vous disent, moi j'ai des marges qui sont faibles, je ne peux pas les répercuter sur mes clients, je pense aux artisans. Si je donne 10% de plus, et ça a été le débat dans les cafés-restaurants, prime ou salaire? Alors, le drame dans notre pays, c'est que la culture PME est très peu présente au sein de l'hémicycle. C'est un vrai drame. Parce que qu'est-ce qu'il s'est passé? Il faut savoir que depuis 6 mois, depuis 1 an, 61% des entrepreneurs ont fait des augmentations à titre individuel ou collectif. Donc, ils ont déjà fait un bout du chemin, certainement pas assez, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que si vous n'augmentez pas d'une façon individuelle les compétences que vous avez dans votre entreprise, vous les faites piquer par vos concurrents. Donc il faut leur donner envie de rester, quoi. Il faut leur donner envie de rester. Et le salaire est un levier, bien évidemment, de motivation. Voilà, on n'est pas fous, on sait comment que ça se passe. 2 sur 3 ont versé des primes, donc ça fait 68%. Et 49 des primes individuelles et 41 des primes PEPA. Donc ça veut dire quand même que si on suit votre enquête qui est très fraîche, elle est sortie il y a quelques jours, globalement ils ont plutôt opté pour la prime. Ils ont plutôt opté pour la prime. Pourquoi? Parce que d'abord, l'augmentation collective, elle passe souvent par les négociations de branche, le droit conventionnel. C'est-à-dire que le SMIC augmente, quand le coût de la vie augmente de plus de 2%, automatiquement, le SMIC est réévalué. C'est ce qui se passe, puisque au premier, il est à 10,85 € aujourd'hui. Au 1er août, il va prendre encore 2% de plus, le SMIC horaire. Ce qui veut dire que les grilles de salaire professionnels, par branche professionnelle, vont bien sûr être revisitées par les partenaires sociaux. Et du coup, dans l'entreprise, quand vous avez des gens qui sont rémunérés à la grille, ils vont être augmentés de façon automatique. Mécanique. Et après, vous avez les augmentations individuelles. Pourquoi, effectivement, il faut faire attention à ne pas trop augmenter les salaires d'une façon collective? Tout simplement parce qu'il faut lutter contre l'inflation sans nourrir l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez... D'abord, une fois qu'on a augmenté les salaires, on ne vient plus en arrière. C'est à vie, jusqu'à la retraite, on peut dire. On ne va pas baisser les salaires. C'est normal. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que le salarié dit après tout, oui, ça accentue, ça améliore mon train de vie. Bien sûr, du côté salarié, pas de souci, on peut tout à fait comprendre cette position. Mais pour autant, c'est que si, comme je commençais à vous l'expliquer, l'activité commençait à se réduire et que les salaires sont à un haut niveau, eh bien vous êtes cuit. Oui, ça grève évidemment vous êtes cuit. la marge de manœuvre de l'entreprise. À l'arrivée, c'est l'entreprise qui met la clé sous la porte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à une situation conjoncturelle, il faut avoir des mesures conjoncturelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si l'inflation est galopante, eh bien oui, il va y avoir des augmentations collectives qui vont rester grosso modo autour de l'inflation, autour du coût de la vie. Et puis après, le coup de pouce, c'est les augmentations individuelles. Pourquoi pas à travers la prime PEPA, qui est une motivation collective, quand même, qui s'adresse à tous les salariés d'une entreprise. Pourquoi pas à travers la prime PEPA? Mais c'est quelque chose sur lequel, entre guillemets, c'est pas cranté dans le temps, quoi. C'est-à-dire que si l'activité redescend,
Et bien évidemment, mais on reste vivant. C'était le débat qui était posé à l'époque du CDI, où les chefs d'entreprise, certains disaient on voudrait un peu plus de souplesse, parce qu'on embauche, et puis quand l'activité s'arrête, on a du mal à se séparer d'un collaborateur. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. On se dit, on n'a pas de marge. Hein, donc on n'est pas... Enfin, je veux dire, franchement, dans une PME, on vit au milieu de nos salariés, on voit bien comment les choses se passent, on voit très bien que pour les salaires modestes, c'est compliqué. Et donc... Essence, énergie... alimentation, c'est quand même 3 secteurs qui impactent directement les salariés. Exactement. Et on est tout à fait conscient que pour eux, c'est plus compliqué aujourd'hui que ça l'était hier. Pour autant, eh bien, si vous ne pouvez pas répercuter sur vos prix de vente toutes ces augmentations, eh bien, votre entreprise, elle ne tient pas, quoi. Alors, vous aviez sorti en juin dernier votre PAC pouvoir d'achat, avec 5 points très précis. Il y avait notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, pour resituer un peu le débat, c'était François Hollande c'est Nicolas Sarkozy qui avait défiscalisé. François Hollande avait refiscalisé. Puis Emmanuel Macron a fait un petit peu la moitié du chemin. Et là, Bruno Le Maire récemment a expliqué que de nouveau, on allait défiscaliser. Mais attention, avec un barème, avec des règles un petit peu bureaucratiques. On les défiscalise entièrement ou pas, ces heures sup? Vous, la CPME? Parce que ça, c'est quand même du pouvoir d'achat direct. Bien sûr. Alors d'abord, il y a une chose quand même qui est très vertueuse dans cette mesure, hein, c'est que c'est de l'argent versé qui correspond à du travail produit. Bah ouais. C'est de la richesse créée. Ouais, c'est du PIB, ça. C'est pas d'hélicoptère-monnaie. On va donner 100 € à tous les Français, hein, et puis une fois que c'est avalé, on l'a oublié. Oui, hein. On a travaillé. On a travaillé et on récupère le fruit de son travail. Hein. Donc ça, c'est déjà vertueux. Hein. Ensuite, ce que nous demandons à la CPME, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les finances de l'État ne se déséquilibrent pas trop. C'est pour ça que ce que nous demandons... C'est trop tard. Hein. C'est trop tard, oui. Voilà, c'est trop tard. En termes de déficit, on est un peu mal parti. On est rendu très loin. Vous êtes vertueux, mais là, globalement, on est très profond. En fait. Hein, voilà. En fait, nous, ce que nous disons, c'est que en France, il est possible de travailler plus de 35 heures. Hein, le droit du travail le permet, le droit conventionnel aussi. Hein. Le problème, souvent pour l'entreprise, c'est la 36e heure qui, d'un seul coup, coûte très cher à l'entreprise. Nous, ce que nous voulons, c'est que nos salariés, quand ils font une heure supplémentaire, soient rémunérés en heures supplémentaires. Pas question de les rémunérer au même tarif que l'heure normale, qu'ils soient rémunérés en heures supplémentaires, mais que sur les charges patronales, eh bien, la charge patronale, le coût de l'heure ne revienne pas plus cher à l'entreprise pour la 36e heure comme pour la 35e heure. Pourquoi? C'est important ça, parce que ça permet à l'entreprise de rester compétitive. Donc on ne demande pas à ce que l'ensemble des charges patronales soient annulées, ça serait trop beau. Hein. Voilà, si le gouvernement va aller jusque-là, on sera d'accord, mais il ne faut pas rêver. Hein. Mais au moins que l'heure supplémentaire ne vienne pas, entre guillemets, pénaliser l'entreprise en matière de compétitivité et que le salarié, lui, il retrouve son compte. Mais vous avez le sentiment que, notamment la prime Macron, puisque là, elle va être réévaluée jusqu'à 3 000, 6 000, enfin 6 000. C'est 6 000. Ouais. Quand on voit les chiffres réels d'utilisation de la prime, elle a été effectivement utilisée par les chefs d'entreprise, mais à hauteur de 500, un peu plus de 500 €. Donc, ils ne l'ont pas utilisée à plein régime. Je vais la faire passer à 6 000. Enfin, les PME vous disent quoi, votre réseau, ils vous disent, mais nous, on n'a pas les moyens de donner des primes à 6 000. Vous connaissez un petit peu le modèle économique des PME. Une entreprise qui est en capacité de donner 6 000 € de primes à chacun de ses salariés, il faut caler un modèle économique sacrément solide. Oui, et de belle marge. Hein. Et une très belle marge, c'est exactement ça. Hein. Donc, bon, faut pas rêver. Donc, j'entends que la prime reste quand même dans votre réseau et dans le sondage que vous avez fait, quand même l'élément. Oui. C'est l'outil que vous utilisez. C'est l'outil qui est plébiscité par les PME et par les TPE. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est très simple. Hein. Le brut égale le net. Vous Exactement. mettez 100, le salarié reçoit 100. Hein. C'est très simple de mise en place, c'est direct. Et nous, pour tester dans l'hémicycle, vous avez vu cette nuit, parce qu'il n'y a pas de cotisation, c'est ce que disait une économiste de la NUPES, Aurélie Trouvé, qui disait mais il n'y a pas de cotisation, c'est pas adossé aux cotisations. Enfin, on en revient toujours à ce débat des charges qui parfois grèvent l'entreprise. C'est pas compliqué. Si on met des cotisations sur cette prime PEPA, eh bien, à ce moment-là, autant retourner à la prime individualisée, il n'y aura pas d'intéressement collectif. Exactement. Voilà, d'une part. Et puis d'autre part, écoutez, plutôt que de verser 100 aux salariés, on ne versera que 50. Parce que le reste part en charge. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors pour autant, nous, ce qu'on a demandé, c'est un petit peu de souplesse sur cette prime PEPA, c'est-à-dire qu'on avait demandé de pouvoir la verser en plusieurs fois. Oui. Hein. Tout simplement parce que vous avez des entreprises qui peuvent avoir un problème de trésorerie à l'instant T. François Asselin, il nous reste 2 sujets, dont un qui est très important, qui est la réforme des retraites. Alors là, évidemment, c'est déconnecté du débat dans l'hémicycle, hein, c'est un sujet pouvoir d'achat, mais les retraites, le président Macron a l'air d'être assez accroché à l'idée de la faire, cette réforme. Qu'est-ce que dit vos adhérents? Qu'est-ce que vous dites, vous, le président de la CPME?
Et puis une troisième question, est-ce que vous sentez le président capable de la faire, cette réforme? C'est plus facile de répondre aux deux premières questions qu'à la dernière. Répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, en fait, autour de cette réforme des retraites, qu'est-ce qui se joue? Il se joue d'abord une question générationnelle. Nous avons un système de retraite en France qui est assis sur un système de répartition. Ce sont les actifs qui payent les retraites des inactifs, des retraités. Certains disent qu'ils les payent très cher d'ailleurs. Oui, parce qu'on a le plus haut taux, 28% de cotisation pour les retraites en France, parmi tous les pays du monde. Voilà. Nous sommes en France ceux qui payons le plus pour les retraites, collectivement. Il faut le savoir. Ça nous coûte très cher. Et les retraites sont plutôt, entre guillemets, même si j'en conviens, une retraite modeste sera toujours trop modeste, mais les retraites sont plutôt généreuses par rapport à d'autres retraites, systèmes de retraite dans d'autres pays. Même si le président Macron, je vous le précise quand même, vous l'avez vu, évoque des retraites à minimum à 1 000 euros. Parce qu'il y a quand même des retraités aujourd'hui qui ont des pensions de 500, 600, 700 euros. On ne peut pas vivre avec ce montant-là. On ne peut pas vivre avec ce montant-là. Puis vous aviez des secteurs, maintenant ça a été régulé, mais comme par exemple l'agriculture, où vous aviez des agriculteurs qui bossaient, qui bossent 50 heures par semaine. Et leurs femmes. Et leurs femmes, jusqu'à bien après les 60 ans. Et qui avaient une retraite minable. Qui avaient une retraite minable. Donc bien évidemment, nous sommes pour ce qu'on appelle le minimum contributif. Donc vous défendez le système par répartition, parce que certains évoquent dans le patronat et dans l'idée de travailler sur un modèle hybride, c'est-à-dire à la fois on capitalise et puis de l'autre on développe une retraite traditionnelle par répartition. Ce modèle, vous le défendez, ce modèle? Nous défendons à la CPME, on a fait un énorme travail de fond ces dernières années, où bien évidemment le socle doit rester le régime par répartition, mais nous pensons qu'il faut s'autoriser à une partie de capitalisation. D'accord. Pour des raisons d'ordre technique, même de stabilité de la pension à reverser lorsqu'on liquide ce qu'on appelle sa retraite. Même de rentabilité d'ailleurs. De rentabilité, voilà, parce qu'on s'aperçoit que sur le long terme, la mixité est loin d'être idiote. Et lors de la pandémie... C'est un chiffon rouge, ça vous le savez, la question de la capitalisation de la retraite. Bien sûr, mais il ne s'agit pas entre guillemets de reverser l'ordre des choses, mais tout simplement d'avoir un socle solide sur la répartition. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est intergénérationnel, il y a une solidarité entre générations, c'est beau finalement, quelque part, mais pour le solidifier, quand vous avez un nombre d'actifs qui commence à baisser par rapport au nombre d'inactifs, et que c'est eux qui financent les retraites des inactifs, là vous dites que l'équation va être de plus en plus compliquée. Et pour s'en sortir et pour garantir des retraites décentes, il n'y a pas d'autre moyen que collectivement travailler plus longtemps lors d'une vie professionnelle. Voilà. Donc déjà, premièrement, on entend que vous soutenez la démarche du président Macron, qui l'a dit, avec un peu d'hésitation, vous vous souvenez, parce qu'on est parti de 65 ans, 64 ans. C'est quoi le curseur? Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet, ou certains disent, à contrario, non, il faut aussi laisser la liberté, le choix à chacun de pouvoir continuer ou de s'arrêter? Alors, laisser la liberté, le choix, pourquoi pas? Ce qu'il faut, c'est qu'à l'arrivée, collectivement, nous cotisions plus longtemps, donc nous travaillions plus longtemps. On peut toujours parler d'une mesure d'âge, on décide d'une façon péremptoire, mais ce qu'il faut, c'est que le résultat soit là, on arrive collectivement à travailler plus longtemps. Ce qu'on peut se dire, c'est que lorsque, effectivement, on remonte l'âge légal de départ en retraite, mécaniquement, ça fait qu'on travaille plus longtemps. Alors après, on peut mettre une mesure d'âge avec du bonus-malus. Si on veut que ça soit efficace, il faut mettre un petit peu de bonus et beaucoup de malus. Voilà. Donc, et là, est-ce que ça sera accepté par le corps social? C'est pas évident. Donc, de toute façon, c'est une réforme qui est compliquée parce que les Français, majoritairement, ne veulent pas entendre ce fait qu'il faudrait travailler collectivement plus longtemps. Mais certains sont dans une dynamique de travailler plus longtemps, d'autres ne le sont pas. Je pense aux métiers manuels, je pense à vos artisans, qui avaient été soulevés à l'époque de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Vous vous souvenez, vous étiez autour de la table pour créer comment on organise finalement ceux qui ont peiné. Nous sommes très attachés à la CPME sur le sujet des carrières longues et des métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres. Évidemment. On appelle les métiers pénibles. Bien évidemment. Vous savez, moi j'ai une entreprise de charpente-menuiserie. Quand un charpentier qui a fait ce métier, ce magnifique métier pendant 40 ans, quand il arrive à la soixantaine, on peut comprendre qu'il veuille prendre sa retraite. Mais c'est un métier Quand quelqu'un difficile. comme moi, dans cette même entreprise, j'ai fait toute ma carrière dans ma voiture ou dans un bureau, que je parte plus tard, c'est aussi tout à fait normal. Nous sommes prêts à ça. Et donc à la CPME, on défend un dispositif qui tienne en compte des métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres. Ça veut dire une solidarité de cotisation, une réorganisation pour accompagner ces personnes. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une solidarité de cotisation, ce qui existe d'ailleurs aujourd'hui sur les régimes dits spéciaux. Oui, c'est vrai. Veut dire c'est les Français qui payent la retraite de
certains agents publics. Tiens, d'ailleurs, vous faites partie de ceux qui pensaient qu'il faut rapprocher les deux régimes public-privé ou on reste comme ça. Parce qu'un des gros éléments de notre réforme, c'est qu'on ne calcule pas la retraite de la même manière qu'on soit dans le public ou le privé. Et vous le savez très bien. Nous sommes, farouchement attachés à ce qu'on rapproche l'ensemble des régimes. On ne verrait pas pourquoi. Alors attention, dans les régimes spéciaux, vous avez les militaires, vous avez les pompiers, vous avez certains métiers où de toute façon, effectivement... c'est régalien. C'est régalien, voilà. Mais vous avez plein d'autres métiers, surtout dans la fonction territoriale, la fonction publique territoriale, où là, franchement, qu'est-ce qui justifie d'avoir une retraite, ou dans certaines entreprises publiques, qu'est-ce qui justifie d'avoir une retraite anticipée par rapport au secteur marchand? Vous faites quasiment les mêmes métiers, et parfois même pas avec le même rythme. Cela dit, enfin, les mêmes avantages. Donc, chauffeur de car, chauffeur de bus, public ou privé. Que nous soyons, entre guillemets, effectivement, logés à la même enseigne, c'est une question d'équité. Juste un mot avant de nous quitter, quand même, une vue un peu globale, parce que c'est l'été, on part en vacances, les Français essaient de se détendre. Est-ce qu'il y a chez vous, et à travers les patrons d'entreprises que vous connaissez et qui partagent votre réseau, est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude? Est-ce que cette rentrée, vous l'attendez un peu fébrilement? Oui et non, parce que vous savez, le chef d'entreprise, il est fait ainsi que lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, il doit les affronter. Donc, si inquiétude il y a, de toute façon, comme toutes les inquiétudes ou toutes les difficultés qu'on a eues dans notre vie, il faut les franchir. Et ce qu'on s'aperçoit, finalement, c'est que vous avez 1 900 000 entrepreneurs qui ont au moins un salarié dans ce pays. C'est une vraie colonne vertébrale. Il faut vraiment s'appuyer sur cette colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui aiment le travail, ce sont des gens qui aiment le travail, les gens qui aiment le travail. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur cette colonne vertébrale. On s'aperçoit dans notre pays que, finalement, on se fait beaucoup de nœuds dans la tête. Quand on se compare par rapport à ce qui existe autour de nous, mais franchement, on est encore dans un pays où c'est un vrai Eldorado. Donc, on a des marges de manœuvre. Soyons fiers de nous, c'est ce que vous dites. Mais soyons fiers de nous. Voilà, on a des marges de manœuvre qui sont considérables. Encore faut-il que, collectivement, on arrive, sans bloquer la machine, à accepter les réformes dont le pays a cruellement besoin. Sans bloquer la machine, puisque les syndicats, certains ont déjà appelé à des manifestations dès septembre, notamment sur le débat des salaires qu'on a eu ensemble, et pas de prix. Merci François Asselin, je vous souhaite un bel été. Vous allez peut-être vous reposer un petit peu tout de même. Oui, bien sûr. Il faut travailler, mais il faut se reposer aussi. Ah oui, de toute façon, si on ne se repose pas, on va être mauvais au travail. Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Merci, président de la CPME, merci de nous avoir rendu visite et avoir accepté notre invitation. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on parle de la revalorisation des salariés de plus de 50 ans. Justement, on est dans le sujet. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle des seniors des plus de 50 ans. On vient d'en parler, des salariés de plus de 50 ans. Comment valoriser leur employabilité? On en parle avec Jean-Roch Sergent. Bonjour, merci d'être là. Alors, c'est compliqué de vous présenter, parce qu'on va parler des slashers, de ceux qui ont multi-activités. Alors, directeur international et partenariat management de transition chez Scalis Portage Salarial, directeur associé chez WeRate, ça c'est une start-up. Oui. Et puis vous êtes membre du réseau Oudino. Alors, ça, c'est un réseau, donc vous êtes membre depuis 2013, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est quoi? Vous êtes parrain, vous êtes recruteur, c'est quoi le réseau Oudino? Alors, le réseau Oudino, et c'est ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, est un réseau de 450 à 500 cadres dirigeants sur Paris et l'Île-de-France. Nous existons depuis 2018 et nous sommes un réseau d'accompagnement sur les parcours et les évolutions professionnelles. Et chaque membre doit être un acteur de son devenir, et ce qui compte chez nous, c'est l'engagement. Et au-delà de cet engagement-là, ce sont les valeurs partagées et incarnées, telles que justement ce partage, notamment des réseaux, des bons plans, voilà. Et puis aussi la convivialité, la bienveillance. Voilà, parce que c'est ça le réseau Oudino. Jean-Roch, ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est aussi, on est bien d'accord, ce ne sont pas des cinquantenaires demandeurs d'emploi, c'est des gens en activité, c'est de l'échange de bonnes pratiques, c'est l'idée de pouvoir, par exemple, slasher, c'est-à-dire de pouvoir mener une double activité. D'un côté, je suis indépendant, de l'autre, je suis cadre. C'est ça aussi les enjeux. Tout à fait, vous avez bien résumé, puisque ce réseau, la moyenne d'âge est de 52 ans, 60% sont en activité, 40% en repositionnement, et donc on échange sur l'évolution de nos parcours professionnels. En cas de transition, on a des speed networking, plein de choses qui sont mises en place, et 30 commissions. RH, grande distribution, management de transition, digital. Donc 30 commissions, on a des ateliers, des intervenants où on peut justement...
On travaille, on a plus de 250 événements par an dans le réseau Unino. L'état des lieux, parce que c'est intéressant, vous les rencontrez, vous êtes dans ce réseau, vous allez être un animateur. C'est quoi l'état des lieux? C'est quoi la situation des seniors? Parce qu'on parle des seniors cadres, mais il y a aussi des seniors qui ne le sont pas, qui sont dans des métiers parfois pénibles, on l'évoquait. C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce qu'ils ont l'impression que le gouvernement, les parties prenantes commencent à s'intéresser au sujet? Ils sont comment dans leur tête? Alors, on n'a pas fait de sondage particulier dans le réseau Non, Dino, mais et je peux vous donner mes votre impressions. ressenti, C'est mon évidemment, ressenti bien sûr. tout personnel. Moi, je trouve que dans le réseau Dino, c'est un état d'esprit très positif. Parce que justement, il y a cette entraide et ce partage et vraiment être un acteur de son devenir. Donc, c'est la positive attitude dans le réseau Dino. Déjà, première chose. Donc, ensuite, il y a toujours des cas difficiles, mais on le voit là depuis cette année, beaucoup de cadres seniors, donc plus de 45 ans, c'est même 45 ans être senior. 40 ans dans l'informatique. Oui, je vous vois, voilà. C'est absurde. Alors, on reviendra sur les préjugés, le pourquoi, le comment, mais aujourd'hui, je vois beaucoup, et moi-même, j'en ai fait l'expérience encore dernièrement, beaucoup de seniors du réseau Dino qui sont chassés aujourd'hui. Et là, on voit bien le tournant de cette année, par exemple. Donc on voit le rebond dont parlait le président Asselin tout à l'heure. Ça se transforme. Ça se Il y a transforme. quand même l'idée qu'on s'appuie sur les seniors, on a besoin d'eux parce qu'ils ont l'expérience, ils ont du recul. C'est ça la puissance du senior. Alors, merci de le reconnaître. Les préjugés aujourd'hui qu'on voit plus souvent en France, c'est qu'on serait, je me mets dedans, plus frileux, moins malléable, très cher, etc. C'est ça. Bon, ça, c'est les préjugés en tant que tels. Après, de ce que je vois dans le réseau Dino, c'est que ça bouge en tant que tel. Est-ce que c'est pérenne? J'en sais rien. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le taux d'activité des seniors en 2020, selon les chiffres de l'INSEE, c'était 53,8% en France, comprenant 22 à 24% de fonctions publiques dedans, d'agents publics. Quand on compare à l'Union européenne, la moyenne de l'Union européenne est quasiment 6 points de plus. Et moi, l'Allemagne, que je connais bien, puisque je travaille sur l'Allemagne et je suis germanophone, c'est plus de 70%. Donc ça veut dire un écart de 16 points en France aujourd'hui encore. Donc on a encore des marges d'amélioration. On a des marges de progrès énormes, notamment peut-être, et c'était l'occasion de rencontrer le président Asselin aussi, auprès des PME-PMI, parce que je pense que le temps partagé, voilà, on revient sur le slash, est une des solutions pour les PME-PMI qui ne peuvent pas s'offrir à plein temps un cadre expérimenté senior et qui peuvent partager le temps, ce qui est mon cas aujourd'hui par exemple. Voilà. D'ailleurs, je m'adresse à vous, comment on partage son temps? Parce que le réseau Udino, j'ai le sentiment qu'il vous prend un peu de temps parce qu'il faut organiser, réfléchir au thème. De l'autre côté, vous êtes impliqué dans une start-up et puis vous avez le portage salarial. Ça s'organise comment ça? Alors, c'est justement, il faut être organisé, il faut être bien scinder les activités si c'est possible et quand ce n'est pas le cas, être très réactif et flexible. Donc voilà, moi j'ai fait pendant très longtemps 2 ans d'activité de management de transition, de développement commercial en management de transition à 50% de mon temps, notamment avec Scalis, et ensuite 50% avec la start-up que j'avais rejoint. Donc ça veut dire c'est tel jour avec tel jour, etc. Puis quand c'est pas possible, il faut être flexible. Est-ce que dans l'état d'esprit des seniors, au-delà du caractère, on est senior à 40 ans ou 45 selon l'INSEE, est-ce qu'il y a chez eux l'idée aussi de prendre un peu de recul par rapport au contrat de travail et de se dire, moi je veux bien continuer à bosser, mais comme indépendant, c'est-à-dire je veux trouver ma liberté, je veux apporter ma valeur ajoutée, comme un petit chef d'entreprise finalement, il quitte le lien de subordination, mais il continue à donner à l'entreprise. Est-ce que c'est ça l'avenir des seniors? Alors, est-ce que c'est une piste? Je pense que le côté se réaliser aussi et s'épanouir différemment, c'est comme ça que j'ai compris votre question, est très présente au-delà des 45-50 ans. Alors, les chiffres de l'INSEE, c'est à partir de 55 ans. C'est dans le monde professionnel que l'on dit senior à partir de 50 ans, voire 45 ans dans l'IT. C'est pas les chiffres de l'INSEE. L'INSEE, c'est à partir de 55 ans. 55, ce que mesure Pôle emploi, c'est combien? Alors, je ne sais pas si le qualificatif de Pôle emploi... Je crois qu'il y avait un débat entre des institutions qui donnaient 45 et 55. Mais bon, je ne veux pas vous tenir tête, c'est vous l'expert. Par contre, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le côté passion, se réaliser, c'est très important aussi parce qu'il y a un besoin de curiosité intellectuelle, déjà, de liberté. De vivre des expériences. Et de choisir ses combats avec moins de contraintes, de subordination, d'où l'indépendance en tant que telle. Ou alors, comme c'est mon cas, moi je suis passé de manager de transition à salarié, parce que ça m'a permis d'avoir aussi de la continuité, de la visibilité, tout en étant sur cette partie intrapreneuriale, avoir une activité entrepreneuriale où je prends du risque et sécuriser mon risque, par exemple. Ce que vous nous dites, c'est que ce qui est intéressant, c'est la multiplication des expériences qui se nourrissent les unes aux autres. Tout à fait. Et c'est là qu'on trouve des synergies aussi très intéressantes en termes de réseau, de connexion professionnelle. C'est d'une richesse
de notre point de vue, puisque on est quelques-uns à être slasheurs dans le réseau Audino, c'est une richesse vraiment très, très, très importante pour nos vies à la fois et professionnelles, mais aussi nos vies personnelles. Oui, il y a des témoignages. J'ai 63 ans, réseau Audino, 63 ans, une carrière professionnelle en 3 grands volets. Une première à des fonctions commerciales et en business développement, une seconde en consulting. Aujourd'hui, j'interviens en tant que manager de transition pour un groupe international. D'ailleurs, ça vous ressemble un petit peu. Il y a quand même cette idée chez eux qu'ils veulent sortir de la routine et créer un peu, pas l'aventure, mais des expériences nouvelles, se nourrir d'expériences. Est-ce que c'est ça qui a guidé vos pas aussi ? Il y a Au-delà de l'aspect financier, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais ce n'est pas inintéressant financièrement. Je pense qu'il y a aussi le besoin de pouvoir ne pas se priver d'opportunités et pas de rester sur un rail. Et que dans ce monde VUCA, volatile, incertain, chaotique et ambigu, si j'ai bien tous les acronymes, il est bon d'être réactif et agile. Et là, c'est l'occasion de concilier ça, cette agilité, cette certaine réactivité, et en même temps cette dimension épanouissement personnel, plaisir. Le côté tech, pour ma part, ça fait depuis 2009 que j'avais envie d'aller dans le digital, au cœur de la tech française. J'ai multiplié les expériences et enfin, grâce à être associé dans cette start-up, j'y suis arrivé. Donc c'est une passion, Vous avez poussé la porte, il y a eu un premier jour et vous avez rencontré ces jeunes start-upers. Là aussi, on est loin des clichés, où il y a eu quand même un petit regard comme ça en coin. Alors, franchement. Où est le cliché ? Parce que quand je vois l'associé qui a fondé WeRate, il a aujourd'hui 58 ans. Donc, et dans notre start-up, et là ça fait lien aussi avec les slashers. La start-up, c'est pas que 20 ans donc. Non, la plus jeune associée qui était stagiaire, qui nous a rejoint à 18 ans, on lui a proposé à la suite de son stage de devenir associé. Donc moi je suis au cœur à 51 ans entre une associée qui a 19 ans et un fondateur qui a 58 ans. Et on a un développeur qui a 39 ans, un CTO qui a 25 ans. Donc on fait le pont entre les générations. Donc en fait, il existe réellement ce sujet des seniors ? Ou est-ce que c'est une sorte de création artificielle ? Il y a vraiment des seniors en souffrance de l'entreprise, regardés en chien de faïence par des jeunes qui les poussent vers la sortie, ou pas ? Alors, là, je ne saurais pas. Est-ce qu'on est dans le cliché, là, encore ? Alors, là-dessus, je ne saurais pas répondre parce qu'il y a vous voyez, entre la PME, l'artisan aussi, l'entreprise artisanale que j'ai bien connue par ailleurs, la PME de 50, 250 personnes et le grand groupe. Énorme boîte. Voilà, je pense que c'est difficile de se prononcer plus généralement là-dessus, sur cette question-là en tout cas. Un dernier mot, réseau Audino, on y rentre comment on y accède ? Parce que il faut montrer patte blanche, il faut être coopté, il faut je vous envoie un mail pour vous demander Vous visitez notre site, vous voyez un petit peu comment on fonctionne, notamment avec les mensuels, ses commissions, qu'est-ce qu'il pourrait faire, et surtout posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apporter au réseau ? Parce qu'un réseau n'est fort que dans la mesure où il est actif et solidaire. Et nous, ce qu'on demande, encore une fois, c'est cette notion d'engagement. Une fois que vous êtes posé de cette question-là, vous pouvez déposer votre candidature avec votre CV en ligne, et ensuite, ce sont des recrutements qui ont lieu avec 2 recruteurs par un, individuellement. Je suis également recruteur par un, j'ai un rendez-vous à 17h. Et avec un futur membre ? Si, enfin, en tout cas, quelqu'un qui tape à la porte. Qui frappe à la porte. Et si un des recruteurs dit oui et l'autre dit oui, c'est bien. Si c'est pas le cas, on essaie de se mettre d'accord, de donner sa chance. Ce qui compte pour nous, c'est l'engagement sur la durée. C'est quoi les critères qui vont faire qu'à 17h, vous allez éliminer ou prendre cette personne ? Qu'est-ce qu'il doit dire ou pas dire ? Je ne vais pas le dévoiler avant le rendez-vous à 17h. Non, mais c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est comme l'amour. De mon point de vue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc vous dites, vous voulez vous engager dans le réseau Audino, concrètement, ça va être comment votre engagement ? C'est quoi vos idées ? C'est quoi l'engagement en termes de temps ? Est-ce que vous êtes prêt à participer à chaque mensuel, chaque mois, à être entraîneur bénévole de speed networking, où on met en relation des candidats, des cabinets de recrutement ? Ça demande de l'engagement, c'est ça, être acteur de son devenir et s'engager pour le réseau Audino, pour soi, mais pour les membres du réseau. Merci Jean-Roch Sergent d'être venu avec votre dynamisme. Et puis bon rendez-vous à 17h. Je ne sais pas si celui qui va passer sous les fourches de vos questions sera pris. Directeur international partenariat management transition chez Scalis Portage Salarial et directeur associé, ça c'est la start-up, avec votre associé, enfin l'associé de 58 ans dont vous en avez parlé de WeRate et membre du réseau Audino dont vous nous avez parlé. Et vous allez filer à votre rendez-vous pour faire ce recrutement. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily, merci à vous évidemment pour vos messages et votre réactivité sur les réseaux sociaux. À demain, bye bye.